On est maintenant prêt à passer à notre première présentation. Donc, on reçoit M. Philippe Séguin de l'Université McGill, qui va nous entretenir à propos des choix d'espèces et des dates de semis pour les cultures d'urgence. M. Séguin est en ligne avec nous en direct ce matin. Je vous invite à partager votre écran, votre présentation, pendant que je vous présente. Donc, professeur Séguin est chercheur et enseignant au département des sciences végétales de l'Université McGill depuis 2000. Ses travaux de recherche portent sur la régie et la valeur nutritionnelle des espèces fourragères annuelles et pérennes. Il travaille également sur l'évaluation des cultures émergentes pour les marchés bio-industriels sans gluten et nutraceutiques. Monsieur Séguin, si vous êtes prêt, je vous laisse la parole. Est-ce que l'écran est partagé? C'est fait, parfait. Bien, merci. À vous la parole. OK, merci beaucoup pour cette introduction et ça me fait plaisir d'être parmi vous virtuellement. Donc, ce que je vais faire donc pour les prochaines 40 minutes environ, c'est de vous partager les résultats d'un projet de recherche qui a été réalisé en collaboration avec des collègues à l'Université McGill, au CDBQ, à l'Université Laval et à AAC et au MAPAC. Et essentiellement, ce projet visait à évaluer différentes espèces annuelles utilisées comme plantes-abri pour l'établissement d'espèces pérennes et on voulait les évaluer à différentes périodes, dates, qui correspondent à différents scénarios de problèmes en termes d'approvisionnement des fourrages. Donc, en lien, la thématique là, était aussi en lien avec les changements climatiques qui mènent, comme vous le savez, à plusieurs scénarios qui peuvent mener à des problèmes d'approvisionnement. Puis, il y en a trois principaux. La première qui avait été mentionnée en présentation, en entrée de jeu, c'était la mortalité hivernale, en particulier de la luzerne, qui est de plus en plus problématique, est une problématique récurrente dans plusieurs régions du Québec. Et ceci, comme vous le savez probablement, est attribuable ou causé principalement pour des conditions climatiques changeantes et ou une mauvaise gestion. Donc, en termes des conditions climatiques qui peuvent être problématiques, bien, essentiellement, on pense aux périodes de redoux comme on a depuis quelques années de façon récurrente au mois de janvier et février en particulier, qui mènent à une fonte des neiges, des températures élevées. Et ça réduit donc le couvert de neige qui va exposer les plants à des températures qui peuvent être létales pour les plants, ou ça peut être donc une accumulation, de saturation des sols avec de l'eau, une accumulation d'eau dans le champ qui va par la suite geler et donc mener à des situations d'anoxie qui peuvent être aussi un facteur qui va mener à la mort là, des plants. Ça peut être aussi donc ces facteurs-là qui sont encore de plus en plus fréquents avec les changements climatiques, mais ça peut être aussi dû à une mauvaise gestion, une régie peut-être trop intensive durant la saison ou à une coupe qui peuvent être prise à un moment qui serait inopportun, parfois dépendamment des régions, là, quelque part au mois de septembre ou mi-septembre, mi-octobre, qui mène à une coupe là, qui va pas assurer les conditions optimales en termes de physiologie de la plante pour traverser l'hiver puis survivre l'hiver. Ça, c'est une des raisons principales qui peuvent causer des problèmes d'approvisionnement en fourrage sur la ferme. Il y en a deux autres également. Ça peut être dû à un mauvais établissement, donc suite à un semis qui peuvent être associés à des conditions de sécheresse qui sont aussi de plus en plus fréquentes, combinées avec des profondeurs de semis qui pourraient être inadéquates, dépendamment de la situation. Ça peut être pas assez profond ou trop profond. On peut voir sur le graphe sur la droite, par exemple, la situation auquel nous avons fait face à Sainte-Anne-de-Bellevue. En 2021, vous pouvez voir donc essentiellement on voit les précipitations, donc l'accumulation de précipitations pour la saison, en bleu la moyenne, et puis en orange ce que nous avons observé en 2021. Donc vous pouvez voir là que pour le mois de mai, essentiellement il n'y avait pas de pluie, on avait eu seulement 3 mm. Donc c'est sûr que si on a un semis qui est effectué la première semaine de mai, ben ça peut mener à un certain challenge en termes d'établissement des nouvelles prairies. Et le troisième facteur, peut-être dû aussi à quelque chose qui est de plus en plus observé, c'est des situations où on a des rendements insuffisants en cours de saison, dû par exemple à des épisodes encore de sécheresse. Puis la problématique peut être plus importante dépendamment du choix d'espèces qui a été fait lors de l'implantation
de la prairie. Puis certaines espèces qui sont utilisées fréquemment là, au Québec, telles la fléole des prés, peuvent être plus susceptibles que d'autres espèces donc à ces épisodes de sécheresse. Donc, peu importe le scénario parmi ces trois, ça va mener à des problèmes d'approvisionnement en fourrage, mais le verdict va tomber à différents moments. Donc, lorsqu'on cherche des pistes de solutions, ben, elles peuvent différer dépendamment du scénario. Et c'est ce qu'on peut voir dans ce diagramme ici. Essentiellement, ça résume ce que j'ai dit dans la diapo précédente, les différents scénarios qui peuvent mener à des problèmes d'approvisionnement. Puis ici, on voit un peu des solutions, des pistes de solutions. Donc, dépendamment de la situation à laquelle on fait face ou on veut adresser, soit c'est une sécheresse au cours de l'été, soit c'est un manque de fourrage dû à des faibles rendements l'année précédente, soit c'est dû à une mortalité hivernale. Donc, dépendamment du scénario, ça peut mener à des périodes de semis qui vont varier, soit en mai, dépendamment des régions, mais de façon générale, mai, juin ou en fin de saison, là, au début août. Donc, avec cela, ça peut aussi, les solutions vont être différentes. Donc, si on choisit des solutions à plus long terme, où est-ce qu'on va établir des plantes pérennes seulement, ou on va procéder à une solution à plus court terme avec les espèces annuelles d'urgence uniquement, ou on peut décider d'y aller avec une approche qui combine le court et le long terme, ou est-ce qu'on va combiner l'utilisation d'espèces annuelles d'urgence et le rétablissement d'espèces pérennes. Donc, c'est le cas, dans le cas présent, c'est ce que nous avons examiné dans le cadre du projet dont je vais vous présenter les résultats aujourd'hui. Et puis, lorsqu'on parle donc de ces cultures annuelles, dans l'optique favorisée pour ce projet, donc on les utilise donc comme plantes-abri. Puis, il y a plusieurs options qui sont possibles. Donc, dans tous ces cas, ça va être des espèces annuelles. Et soit on va avoir des espèces fourragères annuelles, donc des espèces, par exemple, le trèfle d'Alexandrie, le régras annuel sont des options parmi tant d'autres. Mais ça peut être aussi d'autres catégories. Ça peut être des légumineuses à grains ou éléagineuses qui peuvent comprendre, par exemple, les pois. Ça peut être des céréales, ce qui est plus traditionnel, différentes espèces, dont l'avoine en particulier. Et une option là, qui est plus récente et pour laquelle il y a beaucoup d'intérêt depuis quelques années, ce sont les graminées de saison chaude. Et là aussi, il y a encore plusieurs options possibles. Lorsqu'on parle de plantes-abri, qu'en est-il en termes d'utilisation présente et des avantages et désavantages? Les principales espèces qui sont utilisées, celles qui dominent là, dans plusieurs régions, vont être l'avoine, donc qui est une espèce qui est utilisée depuis longtemps, pour laquelle il y a beaucoup de connaissances, mais il y a aussi d'autres espèces, parmi celles qui ont été mentionnées dans la diapo précédente. Il y a une là, qui suscite beaucoup d'intérêt depuis quelques années, c'est l'herbe du Soudan. Quels sont les avantages d'utiliser donc une plante-abri pour l'établissement de nouvelles prairies de pérennes? La première, c'est que ça va augmenter les rendements lors de l'année du semis, d'implantation. Et en même temps, ça va réduire la présence des mauvaises herbes. Ce qui est toujours quelque chose de problématique si on va établir un mélange d'espèces, car le potentiel ou les options en termes d'utilisation d'herbicides peuvent être limitées et donc ce qui favorise la présence de mauvaises herbes. Donc, lorsqu'on utilise les plantes-abri, ça va réduire leur présence et donc on va avoir une composition botanique qui pourrait peut-être plus être avantageuse. Les désavantages, c'est que ça génère, tout comme les mauvaises herbes, une compétition avec les espèces pérennes qui sont établies. Donc, dans le cadre de ce projet, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le but, c'était de comparer le potentiel de rendement ainsi que la valeur nutritive de 6 espèces annuelles parmi les options utilisées au Québec, là, ou qui pourraient être utilisées. Donc, comme plante-abri pour l'établissement d'un mélange luzerne fléole des prés semé à différentes périodes qui correspondent aux différents scénarios que j'ai présentés dans l'introduction. On voulait également déterminer l'impact sur les plantes pérennes au cours de l'année du semis, mais également l'année suivante. Parce que c'est pas juste, encore, on veut regarder une option à court terme, mais aussi on veut voir quel est l'impact de ces décisions sur les prairies en année de production. Donc, en termes de méthodologie, ce projet a été réalisé sur 3 sites, donc dans la région de Montréal à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans la région de Québec à Saint-Augustin-de-Desmaures.
et aussi à la Pocatière. Donc, nous avions ces 3 environnements. Nous avons 3 sites et nous avions 5 environnements au total, car nous avons effectué des semis à Sainte-Anne-de-Bellevue et Saint-Augustin-des-Maures en 2019 et 2020, avec suivi l'année subséquente. Et aussi de la Pocatière, nous avons effectué un semis en 2019 et avons suivi les parcelles l'année suivante également. Donc, ça donne au total 5 environnements. En termes de méthodologie, en termes de traitement évalué, nous avions 3 dates de semis, donc qui variaient un petit peu selon le site. Si on regardait les sites plus au sud versus la Pocatière, donc les dates correspondaient à la mi-mai, mi-juin et début août, avec un petit décalage pour le site de la Pocatière au début juin et début juillet. Nous avions 7 traitements de plantes abri qui étaient semés avec un mélange luzerne-fléau des prés. Nous avions 6 espèces annuelles, donc qui incluaient le trèfle d'Alexandrie, les pois, le régras annuel, l'avoine fourragère, le millet japonais, l'herbe du Soudan et le témoin qui était donc les plantes pérennes sans utilisation de plantes abri. Pour la régie, les parcelles étaient régies selon les recommandations en termes de stade pour la plante abri pour la première coupe de l'année. Et pour les coupes subséquentes, nous considérions le stade de la luzerne, donc qui était au stade début floraison. En termes de données qui ont été prélevées lors de ces essais, nous avions les rendements, la composition botanique, donc la proportion de chaque espèce d'intérêt, la valeur nutritive et également la densité des tiges des espèces pérennes qui ont été semées. Donc là, nous allons regarder les résultats pour le projet et nous allons procéder dans la première phase aux résultats pour l'année du semis. Et donc, nous allons regarder plusieurs graphes et leur structure va être similaire. Donc, je vais définir ici ce que vous voyez à l'écran. Donc, essentiellement, nous voyons sur l'axe des X les différents traitements. Donc, nous avons 3 blocs. Nous avons ici la mi-mai, le semis de la mi-mai, de la mi-juin et du début août. Et par la suite, nous avons les différents traitements des plantes abri. Donc, nous avions le témoin sans plante abri, le trèfle d'Alexandrie, les pois, le régras annuel, l'avoine, le millet japonais, herbe du Soudan, et la même séquence se répète pour chacune des dates de semis. Par la suite, nous avons les barres qui représentent l'ensemble de la barre représente les rendements totaux en fourrage lors de l'année du semis en kilogrammes matière sèche par hectare. Et à l'intérieur de ça, les subdivisions correspondent aux différentes composantes d'intérêt. En bleu, la plante abri, en rouge, la luzerne, en vert, la fléole des prés et en jaune-orange, les mauvaises herbes. Donc, la nomenclature va être similaire pour la plupart des graphes qui vont suivre. Donc, et sur l'axe des Y, nous avons bien entendu les rendements. Donc, ce que nous pouvons voir ici, c'est que les traitements qui maximisaient ici, nous regardons les résultats pour un des 5 environnements, donc le site de Sainte-Anne-de-Bellevue en 2019. Et ce que nous pouvons observer, c'est qu'il y avait des différences en termes de performance selon la date de semis. Donc, il y avait une interaction entre la plante abri et la date de semis. Et qu'il y avait aussi, comme on va pouvoir voir, une différence en termes de performance des traitements selon l'environnement. Okay? Mais il y avait quand même des tendances qui se dégageaient. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas là, de des dates de semis de mi-mai et de mi-juin, nous avions en général, et on va voir lorsqu'on va regarder les différents environnements, la plupart des cas, nous avions 3 traitements qui se distinguaient, l'avoine, le millet japonais et l'herbe du Soudan, comme étant les traitements qui maximisaient les rendements dans l'année du semis. Donc, ce qu'on peut voir pour le site de Sainte-Anne-de-Bellevue, nous avions l'herbe du Soudan pour les semis à la mi-mai et la mi-juin qui se distinguaient des autres. Par la suite, nous avions l'avoine et le millet japonais qui étaient intermédiaires. Et puis, les autres traitements, ils avaient peu là, ils n'augmentaient pas de façon significative les rendements au-delà du témoin. L'autre chose à observer pour ces semis-là, c'est qu'il y avait donc une forte proportion de la biomasse pour ces 3 traitements qui étaient composés de la plante abri, avec ce qu'on va voir plus tard aussi, une modification de la proportion des mauvaises herbes. Dans le cas de certains des autres traitements, les trèfles d'Alexandrie et les régras annuels, il y avait essentiellement une production de biomasse qui n'était pas significative, qui était vraiment marginale. Donc ça, c'est le cas pour ce qu'on observait à la mi-mai et à la mi-juin.
Pour le semis de début août, la situation était un peu différente. Il y avait donc deux traitements qui se distinguaient, encore une fois, pour la plupart des environnements. Et c'était l'utilisation de l'avoine comme plante-abri et du millet japonais, donc qui se distinguait avec les autres traitements là, qui avaient moins de succès en termes de potentiel de rendement. Donc ça, c'est la situation pour le site de Sainte-Anne-de-Bellevue semé en 2019. Qu'en est-il si on regarde excusez, l'autre chose, c'est que ce qu'on pouvait voir, c'est que les traitements qui augmentaient, là, qui maximisaient les rendements et qu'il y avait beaucoup de plantes-abri, malheureusement, étaient associés avec moins de rendement de luzerne. On peut voir que la quantité de biomasse de luzerne était inférieure pour ces traitements lorsqu'on comparait, par exemple, aux témoins. Donc, rendement élevé de la plante-abri résultait en moins de luzerne. Si on regarde la situation, donc encore la nomenclature ici est la même que pour le graphe précédent. On regarde le site de Saint-Augustin-de-Desmaures pour l'année 2019. Et ce qu'on peut voir ici, donc c'est quelque chose un peu similaire à ce qu'on a observé pour le site précédent. Bon, les traitements qui étaient les plus productifs variaient ici. Pour le semis de la mi-mai, c'était l'avoine et le millet japonais, mais on voit que cette fois-ci, une performance intermédiaire était fournie par l'herbe du Soudan. Dans le cas du semis à la mi-juin, encore une fois, donc c'était les mêmes trois espèces qui se distinguaient surtout dans ce cas-là, c'était l'avoine. Certains des traitements là, étaient moins productifs en termes de performance si on regarde le millet japonais du Soudan comparé aux autres traitements. Et finalement, il n'y avait pas de différence significative entre les traitements pour la date de début août, pour le semis de début août, mais encore, c'était numériquement plus élevé avec l'utilisation de l'avoine et du millet japonais. Et finalement, si on regarde un dernier site, l'autre extrême, le site de la Pocatière, on peut voir encore une fois le même genre d'observation. Ce qu'on peut voir ici, c'est que pour les semis de la mi-mai et de la mi-juin, les traitements qui maximisaient les rendements, c'était surtout donc l'avoine, le millet japonais, l'herbe du Soudan pour les deux premières dates de semis. Pour le semis à le début août, encore une fois, l'avoine était un traitement là, qui maximisait les rendements, mais le millet japonais n'avait pas de succès à ce site-là. À noter qu'il y a seulement deux traitements qui ont produit suffisamment de biomasse pour être récoltés, c'était les pois et l'avoine dans ce site qui, encore une fois, est plus périphérique. Donc, qu'en est-il donc de façon générale, ce que nous avons observé pour les rendements lors de l'année du semis? La réponse était variable selon les environnements et la date de semis. Nous avions donc, pour les semis effectués à la mi-mai, début juin, dans le cas du site de la Pocatière, ou mi-juin, début juillet, les rendements étaient maximisés avec l'avoine, le millet japonais et ou l'herbe du Soudan. Donc, c'était clairement les trois traitements qui se distinguaient de tous les autres. Et pour un semis en début août, les rendements étaient maximisés avec l'avoine et le millet japonais, sauf au site de la Pocatière, où est-ce qu'il y a eu très peu de biomasse produite. Et ce qu'on pouvait voir dans tous les environnements, c'est que les pois avaient une performance intermédiaire, je dirais, comparée à l'avoine et le millet japonais. Donc, si on regarde de façon globale, qu'en est-il? Il y a beaucoup de données que je vous ai présentées en termes de ces rendements lors de l'année d'établissement. Qu'en est-il si on fait la moyenne des 5 années sites que nous avions en termes d'augmentation de rendement lorsqu'on compare en termes de pourcentage comparé aux témoins? Donc, qu'en est-il? On va voir qu'il y avait une grande variation entre les dates de semis et ici dans le tableau, je vous présente les différents traitements de plantes-abri, donc ici. Et dans les autres colonnes, nous avons les différentes dates de semis. Le semis de printemps, donc qui était mi-mai, mi-juin ici d'été, et le semis au début août. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est quand même une variation, mais encore une fois, ça confirme ce que je vous ai présenté là, dans les différents graphes jusqu'à présent. C'est qu'il y a 3 traitements qui se distinguent pour le semis de printemps, vraiment l'avoine, le millet japonais, l'herbe du Soudan. Donc, si on voit les chiffres, sont les pourcentages d'augmentation des rendements comparés aux témoins, donc qui n'utilisaient pas de plantes-abri. On peut voir donc qu'il y a l'herbe du Soudan là, qui augmente en moyenne 56 % et environ 40 % pour l'avoine et le millet japonais. Les autres, moindres, aux alentours de 10 %. Si on regarde pour le semis d'été,
Vraiment, le millet japonais et l'herbe du Soudan vont être les deux traitements qui vont vraiment augmenter de façon importante les rendements comparés aux témoins, avec des performances donc intermédiaires avec l'avoine et encore un peu moins avec les poids qui augmentent de 23 %. Et finalement, pour le semis de la date du début, on peut voir des chiffres vraiment très élevés, mais la raison pour ça, c'est parce qu'il y avait très peu de biomasse, là, à peine qui était récoltable lorsqu'on avait seulement le témoin. Donc, c'est pour ça qu'on a des pourcentages qui sont si élevés. Mais essentiellement, il y avait jusqu'à 10 fois plus de biomasse là, avec l'utilisation de plantes-abri. Et on voit encore une fois, comme j'ai mentionné précédemment, que les deux traitements qui se distinguent, c'est l'avoine et le millet japonais avec une performance intermédiaire pour les pois. Si on regarde un peu la variation inter-environnement lorsqu'on extrait un des traitements, donc l'herbe du Soudan, ce qu'on peut voir, là ici, ce que on voit dans ce graphe-là, ce sont les 5 environnements que nous avions. Et vous avez pour les différentes barres, ce sont le pourcentage d'augmentation des rendements comparé aux témoins, donc pour le semis du printemps en bleu, en rouge pour le semis d'été et en vert, le semis début août. On peut voir ici la très forte variation selon les scénarios, mais on peut voir que c'était très important dans certains cas et moins important dans d'autres, mais donc il y avait une variation très importante entre environnement et date de semis. Qu'est-ce que ça avait de l'air dans le champ si on regarde de façon visuelle des photos? Donc, ici, on peut voir 3 parcelles côte à côte avec 3 des traitements. Nous avions sur la gauche ici l'utilisation de l'avoine comme plante-abri, dans le centre, le témoin, et sur la droite, l'utilisation de l'herbe du Soudan. Donc, on peut voir vraiment, là, ça reflète ce qu'on voit dans les graphes. Donc, l'herbe du Soudan, une grande production de biomasse, presque pas de mauvaises herbes, quelque chose d'intermédiaire avec l'avoine. Et le témoin, donc, dominé par les mauvaises herbes, comme on pouvait s'y attendre. On voit ici sur la droite aussi les 2 traitements, le témoin, donc on voit dominé par les mauvaises herbes. Et dans le cas de l'herbe du Soudan, on peut voir une domination là, de la parcelle par l'herbe du Soudan, avec quand même là, un bon établissement ici des luzernes qu'on peut voir au travers de la canopée. Qu'en est-il en termes donc de suppression des mauvaises herbes? J'y ai fait allusion un peu plus tôt. Donc, ce qu'on peut voir, la tendance, c'est que les traitements d'avoine, millet japonais et de l'herbe du Soudan réduisaient là, quand même de façon significative comparé aux témoins et aux autres plantes-abri la biomasse de mauvaises herbes et leur proportion là, dans le fourrage qui était récolté. Donc, ça, c'est un point important à noter. Donc, lorsque se met aux 2 premières dates, l'avoine, le millet japonais et l'herbe de Soudan peuvent réduire la présence des mauvaises herbes. Les pois, jusqu'à certains points, dépendamment des environnements, pouvaient offrir une certaine suppression des mauvaises herbes, mais à une moindre échelle comparée à ces 3 autres traitements. Il y avait très peu de potentiel de réduction des mauvaises herbes là, offert par le trèfle d'Alexandrie et le régras annuel. Et la principale raison, c'est que la production de biomasse était marginale dans tous les environnements. Maintenant, si on regarde, on est toujours dans l'année du semis, on regarde qu'en est-il en termes d'impact sur la valeur nutritive du fourrage qui est récolté. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est les teneurs annuelles pondérées pour 2 variables, en fibre A, NDF et en fibre ADF. Donc, il y a beaucoup d'informations, mais essentiellement, le message est assez simple. Et ce qu'on peut voir, c'est que encore la nomenclature est la même que les graphes précédents, les dates de semis, mi-mai, mi-juin, début août, avec les différents traitements. Et ce qu'on peut voir, c'est que nos 3 traitements qui étaient les plus productifs étaient aussi ceux qui offraient une valeur nutritive moindre, avec des valeurs en fibres ADF et NDF qui étaient plus élevées, comme on peut voir dans les 2 graphes ici. Et également, avec une teneur en protéines qui était inférieure. Donc, les 3 traitements, herbe du Soudan, millet japonais et avoine, donc offraient les meilleurs rendements, mais également une qualité fourragère qui était peut-être inférieure aux autres traitements. Qu'en est-il pour l'année suivante, donc suite à l'établissement, la première année post-semis, pour lesquelles nous avons fait nos observations. Et on peut voir ici, juste sur cette photo, qu'il y avait certains environnements de fortes différences entre les traitements. Ici, on peut voir 2 parcelles adjacentes qui
étaient semés en même temps l'année précédente, mais on peut voir que l'impact sur la biomasse là, est très, très, très différent. Ici encore, le même type de graphe qu'on a vu pour l'année précédente avec la même nomenclature en termes des traitements. Et ce qu'on peut voir ici, on va regarder 2 des 5 environnements que nous avions. Nous avons les rendements en kilogrammes matière sèche par hectare lors de l'année post-semis pour le site de Sainte-Anne-de-Bellevue en 2020. Et ce qu'on peut observer ici, c'est qu'il y avait pour les 3 dates de semis, il y en avait seulement pour la date de semis de la mi-juin, où est-ce qu'on a observé des différences essentiellement entre nos traitements. Et ce qu'on pouvait voir, c'est qu'encore une fois, nos 3 traitements les plus productifs l'année précédente avaient les rendements plus faibles. Donc, il y avait des baisses de rendement comparées aux témoins dans ce scénario-là. Il n'y avait pas de différence entre les traitements de façon significative statistiquement pour les semis de la date à la mi-mai et au début août. Donc, de façon générale, ce qu'on pouvait voir également, quelque chose qu'on n'a pas parlé si on regardait jusqu'à présent les différences de façon globale entre les dates de semis. Ce qu'on pouvait voir, c'est que les rendements étaient inférieurs lorsqu'on avait de façon globale, générale, si on faisait la moyenne pour tous les traitements, lorsqu'on semait en fin de saison comparé à des semis à des dates le plus traditionnelles en début de saison. Si on regarde la même chose, donc, pour le site de Sainte-Anne-de-Bellevue en 2021, donc qui avait été semé en 2020, là, on peut voir que pour les 3 dates de semis, il y avait un impact des différences entre les traitements. Et ce qu'on peut voir ici, clairement, c'est que certains traitements ont eu un très fort impact sur les rendements des plantes pérennes l'année subséquente. Pour la date de semis de la mi-mai, on peut voir une forte perte de rendement suite à l'utilisation de l'herbe du Soudan comme plante abri l'année précédente. Et pour la date de semis de la mi-juin, c'était pour le millet japonais et l'herbe du Soudan. Donc, on voyait des pertes de rendement vraiment importantes. On le voyait aussi pour la date de semis début août de l'année précédente là, avec l'utilisation de l'avoine et le millet japonais. Donc, ce qu'on pouvait voir encore, c'est que les traitements souvent qui avaient les meilleurs rendements l'année précédente hypothéquaient les rendements l'année subséquente de nos espèces pérennes. Donc, de façon globale, la réponse était variable selon les environnements et la date de semis. L'utilisation des plantes abri peut, dans certains cas, causer d'importantes pertes de rendement, puis les risques étaient plus grands avec le millet japonais de façon globale et l'herbe du Soudan. Et puis, une des raisons pour ça, c'est parce que la densité de tiges, donc les populations des espèces pérennes observées au printemps suivant l'établissement, était réduite. Donc, on peut le voir ici illustré. Donc, ça, c'est le nombre de tiges de luzerne par mètre carré. Donc, on voyait qu'il y avait des diminutions là, en termes de densité de 54 38 et 70 selon les traitements. Donc, ça a un impact. Donc, moins de densité se reflète dans moins de rendement. Si on regarde encore en termes de résumé là, pour la moyenne des 5 années-cycles, encore une fois, on regarde les 3 différentes dates de semis, mais on peut voir, là, ça c'est la moyenne. On peut voir qu'avec la plupart des traitements, il y avait des pertes de rendement, mais qui étaient plus importantes, donc suite à l'utilisation de l'herbe du Soudan pour un semis au printemps, du millet japonais de l'herbe de Soudan pour un semis d'été, et pour un semis en début août, c'était avec l'avoine et le millet japonais. Donc, il y avait quand même une grande variation entre les espèces et les dates de semis. Et si on regarde la variation entre les environnements pour un traitement particulier, encore, nous avons nos 5 environnements ici au haut du graphe. Et ici, on peut voir les pourcentages là, de perte de rendement selon. Donc, on voyait selon l'environnement ou la date de semis, avec en bleu le premier semis, en rouge le deuxième et le semis début août en vert. Donc, on peut voir que c'était très variable, mais il y avait dans certains cas, on peut voir des pertes de rendement substantielles. Et visuellement, qu'est-ce que ça avait de l'air donc au printemps? On peut voir une parcelle témoin où est-ce qu'on a une parcelle là, qui est quelque chose là, de ce qu'on pourrait dire normal à laquelle on s'attend. Puis on voit les photos ont été prises à la même date. Dans le cas là, de ça, c'était à Sainte-Anne-de-Bellevue en 2021. On peut voir qu'il y a vraiment là, une population là, de luzerne qui est inférieure à ce qu'on voit dans le témoin suite à l'utilisation d'herbe du Soudan. Puis on le voit ici avec les parcelles adjacentes. Il y avait donc
une certaine corrélation qui pouvait être établie entre certains rendements dans l'année du semis et les rendements totaux en fourrage l'année suivante. Et ici, on voit, ça variait selon ce qu'on regardait un semis de printemps, d'été ou semis au début août. Puis ce qu'on peut voir surtout, c'est qu'il y avait des corrélations négatives pour les 3 dates de semis avec la biomasse produite de plantes abri. Donc ça veut dire plus la plante abri produisait de rendement dans l'année du semis, plus faibles étaient les rendements totaux en fourrage l'année suivante. Il y avait certaines d'autres choses intéressantes, voir aussi donc il y avait une corrélation positive avec la production de l'année du semis de fléol des prés ou de luzerne, dépendamment de la date de semis, et les rendements suivants. Okay? Donc, ça veut dire que ça lie encore ce problème d'établissement causé par la plante abri qui se reflète dans l'année suivante. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, on peut se dire, OK, on a vu beaucoup de résultats, on a testé différents traitements. Parmi ces options, donc on avait au total 21 traitements que nous avons évalués, laquelle choisir parmi ces options? Mais bien sûr, il n'y a pas de réponse magique. Un traitement qui s'applique à tout. La réponse va dépendre de la région concernée. Est-ce qu'on regarde des sites centre-sud versus des régions plus périphériques? Ça dépend de la date où le semis sera effectué. Comme on a vu, il y avait des différences importantes. Les attentes en termes de rendement versus de qualité fourragère. Et surtout, est-ce qu'on regarde à quelque chose, une problématique ou une solution à court terme ou à moyen terme? Par les grandes tendances qu'on peut dire, définitivement, le régras annuel et le traites d'Alexandrie ont démontré très peu de potentiel pour tous les scénarios évalués. Donc, c'était pas, selon les résultats qu'on a observés, ce n'était pas des options intéressantes. Mais en termes de conclusion sur ce qu'on a observé à travers les 5 années sites, ce qu'on a pu voir, c'est que si les besoins de rendement élevés, on a besoin de rendement élevé rapidement dans la saison, l'utilisation de l'avoine, du millet japonais ou de l'herbe du Soudan semble être des bonnes options. Si on a besoin de rendement élevé, mais on va procéder à une première récolte ça avant de procéder à un semis parce qu'on manque de fourrage très tôt en saison, puis ça mène à un semis plus tardif. Le millet japonais ou l'herbe du Soudan vont être les options qui vont maximiser les rendements. S'il y a des rendements insuffisants dans la saison, puis il y a des besoins en fin de saison, donc avec un semis plus tardif, l'avoine semble être l'option à travers la province et dans les sites du Sud, une alternative pourrait être le millet japonais. En termes de besoins de qualité élevée, bon, malheureusement, il y avait une corrélation négative entre les rendements et la valeur nutritive. Donc, les poids avaient l'option intermédiaire, mais les poids, de façon générale, même si les valeurs sur les variables que nous avons observées étaient intéressantes, c'est une protéine très dégradable, donc ça n'a pas une qualité, ça a des problèmes en termes de qualité. Sinon, l'avoine était peut-être une option intermédiaire. Puis finalement, pour des impacts moindres sur l'établissement des plantes pérennes, l'avoine semble être un compromis. Et puis, les plantes abri sont à éviter pour un semis en fin de saison. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet de recherche. Je ne les nommerai pas parce qu'on manque de temps, mais donc à l'Université McGill, au CDBQ, à l'Université Laval, AAC, MAPAC au Sérum, puis ce projet a été financé donc par le programme Prime Vert du MAPAC ainsi que d'autres organismes, le CRSNG et le FQRNT. Donc, ça conclut ma présentation et je pense qu'il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Bien, merci, M. Séguin. Effectivement, on a du temps pour des questions. Donc, je répète, vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage, dans la discussion avec le bouton qui est en bas de votre écran, ou vous pouvez lever la main pour poser votre question en direct à l'oral. Pour l'instant, je vois qu'on a des questions en ligne. Alors, Justin demande quelle était la fertilisation au moment du semis. Oui, donc pour la fertilisation, on utilisait ce qui était recommandé pour chacune des plantes abri. Donc, dans le cas où est-ce qu'il y avait une graminée, il y avait un certain apport d'azote qui était fait en suivant encore les recommandations pour chacune de ces espèces-là. Puis sinon, c'était basé sur les analyses de sol pour chacune des parcelles, chacun des sites. Là. OK, merci. Une autre question en ligne. Éric demande quelles étaient les doses de semis de la luzerne, de la fléole et les pourcentages de luzerne et de fléole.
Oui, bonne question. Donc, on utilisait le taux de semis, on utilisait les recommandations du CRAC, donc pour le taux de semis de ces deux espèces-là. Les proportions, ben, vous voyez lorsqu'on regardait les résultats, si je peux revenir, désolé, en arrière, mais je ne sais pas si c'est moi qui reviens en arrière ou la personne qui gère le site, mais je retourne en arrière. Et si on regarde, donc ici, par exemple, sur ce diagramme-là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y avait essentiellement, lorsqu'on a observé donc l'année du semis, je prends juste un des sites pour illustrer ça, donc on avait, dépendamment du traitement, ça variait beaucoup, quelle était la proportion de luzerne dans le fourrage qui était récolté. Donc, on peut voir que ça variait peut-être jusqu'à peut-être 40 jusqu'à très peu. Là, on peut le voir, par exemple, ici avec le millet japonais, la luzerne est en rouge. La fléole, dans tous les cas, il y en avait très, très peu. C'était vraiment une petite fraction, c'était moins que 5 dans tous les cas. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui l'a posée. Donc, oui, bien, Éric, si ça répond à la question, tant mieux. Sinon, tu peux toujours lever la main pour continuer à interagir. Il y a Justin qui demande quels étaient les types de sols d'un site à l'autre. Wow, bonne question. Ça, brûle pour point, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y avait une différence, là, mais c'était. Bonne question. Ça, il faudrait que je vous revienne. Je ne me souviens plus brûle pour point comme ça. C'était quoi pour chacun des sites? Là? Je ne veux pas lancer quelque chose qui ne serait pas le cas. Là. Je ne me souviens plus de mémoire comme ça. Là. Mais ce n'était pas des sols extrêmes dans aucun des cas, là, quelque chose d'excessivement argileux ou quoi que ce soit. Là. C'était des sols représentatifs pour la région. Là. OK, merci, pas de problème. Il y a Daniel qui demande les rendements combinés des 2 années donneraient-ils des bons éléments de comparaison? Bonne question. C'est une question qui nous a été posée par le passé. Et les analyses ont été faites pour le total combiné des 2 années. Et il n'y avait pas de grande tendance qui se distinguait, autre que je dirais que de façon générale, il y avait peu de différence entre les traitements pour la plupart des sites, là, en disant que si on comparait le témoin, par exemple, avec les différents traitements de plantes-abri, il y avait peu de différence. Donc, dire que peut-être si on observait donc ces pertes de rendement l'année subséquente, c'était compensé par le gain de rendement qu'on avait la première année. Je ne les ai pas montrés parce que faire attention avec ça en disant ben, ça revient au même. On a perdu du rendement la première année de production, on en avait beaucoup plus l'année d'implantation, mais c'est qu'on n'a pas pris des données pour les années suivantes, donc deuxième, troisième année de production. Et ce qu'on peut voir, c'est avec les densités puis les rendements qu'on observait là, durant la première année, il est fort probable que les pertes de rendement soient observées également dans les années subséquentes. Donc, c'est pour le total de la première et l'année 1 et l'année 2, là, implantation, puis l'année suivante, on voit qu'il n'y a peut-être pas tant d'impact, puis le volume total, la quantité de fourrage total produite est assez semblable. Bien, ça cache le fait que peut-être la perte de rendement va continuer dans la deuxième année de production et les années subséquentes. Donc, faire attention, oui, de façon générale, la somme, il n'y avait pas de tant de différence parce que, par exemple, dans ce qu'on a vu, l'herbe du Soudan, où il y avait des densités très faibles l'année subséquente, là, si on regardait les photos que j'ai montrées, là, ça ne répond plus, mais si on va les voir, par exemple, dans ce cas-là ici, ben, essentiellement, oui, il y avait eu énormément de rendement, de gains en rendement l'année d'établissement, mais il y avait quand même des pertes très importantes, jusqu'à 50-60 de rendement. Puis si ça se perpétue pour les années subséquentes, ben, on ne sera pas gagnant de ce côté-là. Donc, faire attention avec la somme des 2 années. OK, merci. On a le temps peut-être pour une dernière question. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur le taux de semis de la luzerne de la fléole tantôt. Maintenant, on a une question sur le taux de semis des plantes-abri. Oui, ben, ça variait évidemment. C'était selon les recommandations. C'est une bonne question parce que je mettrais un bémol sur ce qu'on a observé. Par exemple, l'herbe du Soudan avait été semée à 15 kg par hectare, qui, bon, c'était un peu ce qu'on pensait être optimal lorsqu'on a démarré le projet. Mais c'est sûr que peut-être là, les pertes de rendement qu'on a observées, la grande compétition reflète peut-être un taux qui est trop élevé.
Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. Donc, je n'énumérais pas tous les taux de semis. Je pourrais les fournir aux besoins, là. Mais par exemple, donc c'était selon les recommandations pour chacune de ces espèces-là, je dirais. Donc, mais par exemple, l'herbe du Soudan, c'était 15 kilos, ce qui aujourd'hui pourrait être considéré comme étant trop élevé. Bien, merci beaucoup, Philippe, cette excellente présentation, des résultats très pertinents. Donc, Merci beaucoup. on vous applaudit très fort à la maison. Merci. Ah, ben voilà, on l'entend. Oh, wow!